C'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Nous recevons aujourd'hui Charlotte Brive, anthropologue des sciences, chercheuse au centre Émile Durkheim, j'ai oublié le nom du laboratoire, à Bordeaux, qui partage aujourd'hui sa recherche sur les phages, sur le microbiote, en nous proposant une conférence dont le titre est Pluribiose, vivre avec les virus, mais comment? C'est à vous, Charlotte. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de ce séminaire de m'avoir invité à contribuer donc, à cette réflexion interdisciplinaire initiée à l'occasion de la pandémie de Covid-19. Donc, comme l'a dit Arnaud, je suis anthropologue des sciences et de la santé et je tiens à préciser que si je m'intéresse depuis longtemps aux relations entre les humains et les microbes, je ne suis absolument pas spécialiste du SARS-CoV-2. Mes travaux, ils ont porté principalement jusqu'à présent, d'abord pendant mon doctorat sur la levure Saccharomyces cerevisiae, qui est un organisme modèle en biologie. Et ensuite, j'ai travaillé pendant mes années de postdoctorat sur le VIH, notamment dans le cadre de l'étude de plusieurs essais cliniques sur les antirétroviraux et sur la circoncision masculine en Afrique subsaharienne et en Afrique du Sud. Et donc, depuis 4 ans, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, je m'intéresse principalement aux virus bactériophages. Donc, ce n'est pas vraiment du SARS-CoV-2 que je vais vous parler aujourd'hui, mais c'est bien avec le SARS-CoV-2 que je vais quand même commencer, parce que pour beaucoup de chercheuses et de chercheurs, eh bien, le SARS-CoV-2 a permis, comme anomalie, en fait, de venir montrer avec une certaine acuité beaucoup des ressorts souvent visibles et invisibilisés de nos sociétés. Et c'est avec lui que j'essaierai de finir un peu maladroitement, parce que ça va être un peu compliqué de raccrocher les wagons, mais j'espère que ce sera compréhensible. Donc en mars 2020, à la veille du confinement généralisé de la population, Emmanuel Macron, comme beaucoup avec lui d'ailleurs, a imposé un cadre spécifique, largement partagé, mais qui n'a pourtant rien d'évident et qui est assez lourd de conséquences pour parler de la pandémie. Et donc son fameux Nous sommes en guerre, qui a quand même un peu dégonflé depuis quelque temps, c'est bien ce qui, ce soir-là, m'a fait d'abord réagir. Parce que la question que d'autres ont soulevée aussi, était en fait qui est ce nous, en fait, voilà, et qui est en guerre et contre quoi, contre qui. Voilà, donc un énoncé qui finalement, sous les apparences de la simplicité, n'avait absolument rien d'évident. Et en fait, son évidence en fait, ne reposait que sur le fait que très souvent, alors je ne reviendrai pas sur cette histoire qui est complexe, mais très souvent, effectivement, les microbes sont présentés comme néfastes, comme dangereux et comme des entités dont on devrait se débarrasser. Donc, on a eu plusieurs interventions déjà dans ce séminaire qui ont largement rétabli l'équilibre quant à notre regard sur les microbes. Mais je voudrais quand même prendre ce point de départ, donc celui des termes qui sont employés, celui des récits qui sont développés, pour montrer en fait dans la constitution même des savoirs scientifiques ce qu'ils permettent ou au contraire ce qu'ils empêchent de penser et donc d'advenir. Donc, je vous propose dans cette intervention donc, de nous intéresser à des virus qui sont en fait inoffensifs pour les humains. Mais avant ça, je voudrais porter l'attention juste rapidement sur les statuts ou les statuts qui sont attribués aux virus en général. Donc les virus, c'est ce que les scientifiques appellent des parasites stricts, c'est-à-dire des entités qui ne peuvent pas survivre sans un organisme hôte. Et donc pour certains virologues, mais aussi pour certains philosophes de la biologie, cette dépendance des virus envers leurs autres rendrait impropre leur classification dans le monde vivant. Donc en gros, ils seraient incapables de survivre seuls, ils seraient donc à la marge et donc ils seraient un peu ni vivants ni non vivants. Alors les travaux de plus en plus nombreux sur le microbiote ont clairement remis en cause la question de l'autonomie d'un individu ou d'un organisme quel qu'il soit. Donc déjà de ce point de vue-là, on pourrait dire que finalement un virus n'est pas moins autonome ou plus autonome qu'un autre organisme quel qu'il soit. Mais il y a aussi une autre façon de conceptualiser le problème de l'autonomie ou en tout cas de savoir qu'est-ce que sont ces virus. C'est qu'en fait, un parasite strict, il ne peut pas être pensé sans son hôte, dans la mesure où son existence, en fait, elle est rendue possible par les relations qu'il instaure avec cet hôte. Et donc, ce que les virus nous obligent à penser, c'est moins la frontière entre le vivant et l'inerte que la nature, en fait, fondamentalement relationnelle des entités biologiques. Donc, la majeure partie des caractéristiques, des capacités et des compétences d'un virus donné ne peut d'ailleurs être étudiée expérimentalement, ne peut être comprise et assimilée que dans le cadre des interactions que ce virus va instaurer avec là où les espèces qu'il infecte,
qu'elles soient animales, végétales ou bactériennes, et avec lesquelles il va évoluer. Et donc, ces devenir dans et par les relations rendent particulièrement difficiles les tentatives de systématisation. Et en fait, c'est sur ce point précisément que j'aimerais développer le reste de cette intervention, ainsi que sur les conséquences d'une conception du vivant qui soit avant tout relationnelle et dynamique. Et donc, pour ce faire, alors attendez, j'ai un problème, j'arrive plus à… Ah, ça y est, hop. Donc, je voudrais faire ça avec les virus bactériophages. Donc, les bactériophages, littéralement, ce sont des mangeurs de bactéries. Ce sont donc des virus qui ont pour hôte des bactéries et en fait, on a des formes de vie, virus et bactéries, qui coévoluent depuis plus de 3 milliards d'années selon des modalités qui sont dynamiques et extrêmement complexes. Donc, les phages sont les entités biologiques les plus représentées sur Terre. Alors, on estime même qu'ils sont plus nombreux que les étoiles dans l'univers. Bon, après, c'est des chiffres, hein, voilà, c'est plus pour donner une idée. Et on estime qu'à un temps T, on a 40% des bactéries de la planète qui sont infectées par un virus, donc qui vivent concrètement en fait, avec des virus à l'intérieur d'elles-mêmes. Alors, les relations entre les phages et les bactéries, elles sont extrêmement spécifiques. Alors là, je vous ai mis un schéma sur lequel on pourra revenir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un virus donné ne pourra généralement entrer en relation qu'avec certaines bactéries. Et c'est très spécifique, c'est-à-dire que non seulement un bactériophage ne pourra infecter qu'une espèce bactérienne donnée, par exemple des staphylocoques ou des pseudomonas, mais même à l'intérieur de cette espèce, en fait, un phage ne pourra infecter que certains des variants génétiques de cette même espèce, donc ce qu'on appelle des souches bactériennes. Et en plus de ça, eh bien, lorsqu'un bactériophage entre en relation avec une population de bactéries clonales, c'est-à-dire identiques génétiquement, les conséquences ne vont pas être uniformes. Alors, ce qu'on peut voir sur ce schéma, c'est qu'on a au moins deux façons différentes pour les phages d'interagir avec les bactéries. On a d'un côté ce qu'on appelle le cycle lytique, c'est-à-dire qu'en fait, le phage il va reconnaître la bactérie, et donc c'est dans la partie de gauche en vert. Donc, il va reconnaître la bactérie et il va se servir de cette bactérie pour pouvoir se multiplier, faire plein de copies de lui-même. Et dans ce processus, eh bien, la bactérie va être détruite. Et donc, on a en fait ce qu'on appelle une lisse bactérienne auto-entretenue, c'est-à-dire que la bactérie va relâcher des phages qui vont attaquer d'autres bactéries, qui vont reproduire encore, etc. Ça, c'est le cycle lytique. Mais en fait, on a d'autres bactéries qui peuvent développer une relation complètement différente avec les phages, une relation même qu'on pourrait qualifier d'intime, où là, en fait, le phage va intégrer son matériel génétique à celui de la bactérie, et ce, de façon transitoire ou définitive. Et donc, s'il se sépare de nouveau, eh bien, le phage pourra peut-être laisser une petite partie de son matériel génétique dans la bactérie, ou alors il pourra emporter une partie de l'ADN de la bactérie avec lui, et donc les deux entités vont s'en trouver transformées. Et ça a des conséquences absolument phénoménales. J'y reviendrai, mais là, dans le schéma, ce qu'on voit, c'est que, par exemple, le phage peut donner des gènes de résistance à une bactérie, ce qui fait qu'une bactérie peut devenir résistante grâce à un phage. Ça aura des conséquences pour ce que je raconterai à la fin. Alors, le potentiel bactéricide des phages, il a été utilisé en thérapie depuis leur découverte en 1917. Alors, je ne vous l'ai pas mis, mais donc par un Français qui s'appelait Félix Derel. Donc, je ne reviens pas sur l'histoire de la thérapie phagique qui est compliquée et encore largement à écrire. Là, je vais vraiment parler de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on a un consensus autour de l'utilisation des phages à des fins thérapeutiques qui repose sur l'injonction d'utiliser des phages strictement virulents, c'est-à-dire des phages qui effectuent uniquement, alors je reviens sur le cycle avant, uniquement la partie gauche du cycle, donc qui peuvent faire que des cycles lytiques. Donc, on ne veut absolument pas de phages qui peuvent faire, qu'on appelle des phages tempérés, c'est-à-dire qui peuvent faire le cycle lysogénique, c'est-à-dire le cycle où le phage intègre son ADN dans celui de la bactérie, tout simplement parce que ce phage, à ce moment-là, pourrait doter la bactérie de nouvelles compétences. Ce n'est pas du tout ce dont on a envie quand on veut tuer une bactérie. Et aussi, en fait, il pourrait aussi la rendre résistante à d'autres phages. Donc, on n'utilise que des phages lytiques. Le principe de cette thérapie, il est en fait très simple. D'abord, on va isoler la souche bactérienne qui est responsable de l'infection d'un être humain. Donc, on va faire une ponction, on va isoler, etc. Et puis ensuite, on va essayer de trouver un phage strictement virulent, donc qui est actif contre cette bactérie. Ce phage, on va le produire et ensuite, on va l'administrer au patient. Alors, comme ça paraît simple. Le problème, c'est qu'on en est encore vraiment qu'aux phases expérimentales. Et donc, pour l'instant, on a un processus qui est assez fractionné. C'est-à-dire que les spécialistes des maladies infectieuses des hôpitaux vont isoler la souche bactérienne.
ils vont l'envoyer à un ou plusieurs laboratoires de recherche pour déterminer si ceux-ci ont des phages qui vont être actifs sur cette bactérie précisément. Et s'il y a des phages qui sont actifs, eh bien, ils vont être produits selon des normes qui vont garantir leur qualité biologique pour l'administration aux patients. Et donc, ils vont être envoyés à l'hôpital et administrés donc, aux patients. Donc, il y a déjà pas mal de cas de traitement par thérapie phagique avec des taux de réussite qui sont très intéressants. Alors, à l'heure actuelle, l'ensemble des actrices et des acteurs rencontrés s'accordent à dire que ce qui est très important en fait, pour le développement de la thérapie phagique, c'est la constitution de collections de phages. Et ça, c'est vraiment central pour la thérapie. Et ce que je vais essayer de montrer, en fait, c'est que si la constitution des collections est centrale et qu'elle recouvre des enjeux scientifiques et techniques importants, elle constitue également un nœud. En fait, elle constitue une bifurcation ontologique qui peut conduire à des modes de développement qui vont être extrêmement différents. Alors, en novembre 2019, j'ai eu l'occasion de me rendre dans un laboratoire en Suisse pour observer ce travail d'isolement de nouveaux phages et de mise en collection de ces phages. Donc, je vais essayer de brièvement vous décrire des pratiques. Donc, j'espère que ce ne sera pas trop ennuyeux ou trop technique pour les gens de sciences humaines. Et je prie les biologistes de m'excuser pour la simplification en fait, des procédés à laquelle je vais être obligée de me livrer. Alors, l'équipe dans laquelle j'ai travaillé, elle est dirigée par Jim, qui travaille sur les phages depuis plus de 20 ans. Et depuis quelques années, l'une des tâches auxquelles son équipe se consacre, c'est la mise en place de collections de phages qui vont montrer une activité contre les 6 bactéries qui sont considérées à l'heure actuelle comme étant les plus dangereuses en termes de santé publique, et ce, en raison de leur capacité de résistance aux antibiotiques. C'est-à-dire que ces 6 espèces de bactéries, en fait, on les rencontre assez fréquemment maintenant dans des cas où on n'a plus d'antibiotiques ou très peu, voire plus d'antibiotiques qui sont capables en fait d'éradiquer ou de traiter ces infections bactériennes. Donc elles sont connues, ces bactéries, sous l'acronyme d'ESCAPE. Voilà, donc je vous ai mis en fait à quoi ça réfère. Donc Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa et le genre Enterobacter dans son ensemble. Alors, peu de temps avant mon arrivée dans le laboratoire, Jim avait reçu 2 souches de 2 espèces bactériennes différentes qui étaient portées par le même patient et qui étaient responsables donc de l'infection de ce patient qui était traité dans un hôpital universitaire en France. Donc, ce patient, il était infecté par une souche de Klebsiella pneumoniae, donc que j'appellerais KP, et par une souche de Proteus miserabilis. Et ces 2 souches donc, étaient résistantes aux antibiotiques. Et donc, face à l'échec des traitements successifs, en fait, les médecins du CHU se sont tournés vers la thérapie phagique en disant, bon, bah, tant qu'à faire, on essaye tout et pourquoi pas ça. Donc, ils ont contacté Jim et ils lui ont envoyé les souches du patient en lui demandant s'il avait des phages actifs sur ces souches-là. Alors, il se trouve qu'à l'époque, Jim n'avait pas de phage contre Proteus parce que c'est une espèce bactérienne avec laquelle il ne travaillait pas. Et les phages qu'il avait sur Klebsiella pneumoniae n'étaient pas actifs sur la bactérie qui était portée par le patient. Donc, Jim et donc la technicienne de l'équipe, Julie, qui fait le plus gros du travail expérimental, ont décidé de chercher des phages contre ces 2 bactéries, donc d'isoler de nouveaux phages pour les envoyer à l'hôpital universitaire pour qu'ils soient administrés aux patients. Alors, on va commencer par une question simple, c'est où est-ce qu'on trouve de nouveaux phages? Alors, comme je vous l'ai dit, les phages sont partout là où on peut trouver des bactéries. La façon la plus simple et la plus sûre de trouver des phages, cependant, c'est d'aller chercher ça dans les eaux riches. Alors, les eaux riches, en gros, c'est des eaux sales. Donc, les stations d'épuration, les eaux des égouts, les canalisations d'eau usée, les lacs, les rivières, etc. Bon, il se trouve qu'on peut aussi en trouver dans l'eau du robinet, hein, ils sont inoffensifs, mais il faut savoir que même dans les eaux traitées, extrêmement traitées, il y a des phages. Alors, au cours de ces dernières années, j'ai appris cependant que toutes les eaux ne se valaient pas lorsqu'il s'agissait de trouver des phages. Alors, par exemple, il y a un technicien d'une start-up qui m'expliquait que lui, il allait les chercher, c'est les égoutiers de Paris en fait, qui leur envoyaient des échantillons d'eau, mais qu'en général, il évitait les échantillons d'eau qui étaient collectés en aval d'usines chimiques, parce qu'il y a un tel relargage de produits biocides dans l'eau que finalement, ces eaux-là sont très très pauvres d'un point de vue microbiologique. Il y en a d'autres qui considèrent que le mieux, c'est d'aller en Inde et de faire des prélèvements dans le Gange, par exemple. Mais pour Julie, donc la technicienne, eh bien, le meilleur endroit, c'est les canalisations d'eau usée des hôpitaux
Mais alors, de préférence, là c'est encore mieux, c'est celles qui recueillent les eaux usées des services d'infectiologie. Et en fait, ça fait sens parce que les services d'infectiologie traitent des bactéries multirésistantes, mais elles en produisent aussi. Parce qu'il y a une tellement forte pression, en fait, une utilisation tellement forte des antibiotiques qu'en fait, on produit des bactéries multirésistantes dans les hôpitaux, mais j'y reviendrai. Donc, dans ces eaux usées, dans ces canalisations, on va trouver donc des bactéries antibiorésistantes et on va trouver leurs compagnons, les virus bactériophages. Donc, on a une dimension écologique et évolutive des relations phages et bactéries qui est très importante. Un phage ne peut pas être pensé tout seul, il entretient donc des relations coévolutives avec les bactéries. Et donc, du coup, une des questions qui est venue dans la recherche et que j'ai posée à Julie, c'était de savoir si en fait il y avait un intérêt à aller chercher des phages dans des zones qui sont géographiquement proches de l'endroit où le patient a été infecté. Pour dire, s'il a attrapé cette bactérie multirésistante à cet endroit-là, peut-être que c'est là qu'on trouvera plus facilement des phages actifs contre cette bactérie-là. Et donc, Julie m'a fait cette réponse. Elle me dit, oui, la plupart du temps, ce sera plus simple parce qu'en fait, tu as toute ta population autour qui a potentiellement les mêmes bactéries. Et on se rend bien compte qu'en général, ta bactérie en Europe, ce ne sera pas la même qu'aux États-Unis. Donc, les eaux, elles ne vont pas fonctionner de la même façon et tu as peu de chances qu'un phage des États-Unis fonctionne réellement sur tes bactéries à toi. Alors, tous les acteurs et actrices ne partagent pas aussi facilement cette vision. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord complètement sur la territorialisation des relations entre phages et bactéries. Ils ne vont pas jusqu'à dire que les phages ne pourraient absolument pas marcher sur des souches américaines cependant. Mais cette territorialisation, elle est illustrée par l'exemple d'un patient. Alors, c'est un exemple qu'on m'a beaucoup cité, en fait, quand j'ai rencontré diverses personnes en France, en Belgique et en Suisse. C'était un patient où on a demandé à plusieurs laboratoires en Europe, donc en France, en Angleterre, en Espagne, au Portugal, en Belgique et en Suisse, de trouver un phage contre la bactérie qui était portée par ce patient. Et en fait, personne n'a été capable de trouver, sauf le laboratoire de Jim. Et en fait, le laboratoire de Jim, il était très près de la ville où le patient a été hospitalisé. Et donc ça, c'est vraiment un exemple qui sert pour défendre en fait cette conception, cette dimension écosystémique de la thérapie phagique. Donc on assiste à une discrimination géographique des eaux qui reflète donc cette relation coévolutive de ces entités biologiques. Le meilleur endroit pour trouver un phage actif sur une bactérie pathogène, c'est proche de l'origine de cette bactérie pathogène. Même si encore une fois, c'est pas une règle, enfin c'est pas un absolu. Hein, voilà. Mais Julie, elle va encore plus loin, elle, en mentionnant notamment que les eaux françaises, elles fonctionnent généralement mieux que les eaux suisses. Et c'est une observation qu'elle a expérimentée à plusieurs reprises et pour laquelle elle a développé un certain nombre d'hypothèses. Alors, ça peut paraître un peu amusant ou anecdotique ici, mais ce n'est pas totalement anodin. Elle nous dit, en France, on trouve plus facilement qu'en Suisse, donc je me demande si les traitements de l'eau, tu vois, s'il y a quand même des traitements ou autres, mais aussi les traitements médicaux. Ou alors les Suisses sont plus propres que les Français. Ils ont plus de règles d'hygiène, tu vois, plus importantes qu'en France. Et vraiment, je me suis posé la question. Et donc, ce que montre Julie, là, c'est que toutes les eaux ne sont pas équivalentes et que les facteurs qui entrent en jeu sont extrêmement divers. Et donc, parmi eux, on va trouver en fait les thérapies utilisées, les règles d'hygiène, les politiques de santé publique, le traitement des eaux, l'urbanisation, etc., qui sont donc autant de facteurs qui vont influencer la présence et donc l'existence ou non de phages et leur diversité. Et ça rejoint beaucoup de choses qu'on a pu entendre, notamment dans la présentation de Patrick Giraudoux sur la biodiversité, sur l'évolution, les modes de vie, mais j'y reviendrai donc en conclusion. Donc, c'est avec toutes ces hypothèses en tête que Julie isole de nouveaux phages, ou plutôt, c'est en versant des eaux riches sur des boîtes de pétri par des observations répétées que Julie a développé des explications et des arguments sur la richesse des eaux et sur le continuum en fait entre le micro et le macro, entre la biologie des entités et les fonctionnements des communautés interspécifiques. Alors ça, c'était pour où est-ce qu'on les trouve. Maintenant, la question, c'est comment on les isole. Alors, il y a différentes techniques, c'est là où c'est un peu technique, je vais essayer de passer assez vite quand même. Il y a différentes techniques pour travailler avec les phages et les bactéries. Pendant ma présence au laboratoire, Julie, elle a principalement travaillé dans un environnement solide, ce qui est beaucoup plus facile pour vous montrer en fait que si ça avait été en milieu liquide. Donc, en général, les techniques, elles sont assez simples. Donc, en fait, on va prendre une boîte de pétri, on va couler un milieu nutritif dans cette boîte, auquel on va ajouter la bactérie d'intérêt. Alors, si on fait ça et qu'on place ensuite cette boîte dans une étuve à 37 degrés, dans un incubateur, eh bien, la gélose va durcir et les bactéries vont se reproduire. Et après quelques heures, on pourra observer ce qu'on appelle un tapis bactérien. En fait, c'est la première photo à gauche où en fait, on a en fait une opacité homogène sur l'ensemble de la boîte qui montre en fait la présence
des bactéries donc, qui se sont multipliées, etc. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'avant de mettre ça à l'incubateur, on peut aussi déposer des gouttes qui contiennent des phages sur cette même gélose. Et là, ce qu'on va observer, c'est des petits trous dans ce tapis bactérien, c'est-à-dire des endroits, comme vous pouvez voir sur la deuxième photo, où on a des taches qui sont beaucoup plus claires, où il n'y a plus d'opacité. Et en fait, cette absence d'opacité montre qu'il n'y a plus de bactéries à cet endroit-là. Et donc, ces bactéries, en fait, elles ont été détruites. Et là, bon, sur la photo que je vous montre, très clairement, on sait qu'elles ont été détruites par des phages. Et donc, en fait, partout où vous avez en fait cette non-opacité, en fait, cette clarté, eh bien, possiblement, vous avez des phages qui se sont multipliés. Donc, qu'est-ce que va faire Julie? Eh bien, elle a fait des boîtes avec des tapis bactériens pour chacune des deux espèces bactériennes. Et sur chaque boîte, elle a versé des eaux qui venaient de différentes provenances. Et elle a fait une boîte par provenance. Et donc, le lendemain, ben, elle a regardé ces boîtes à la recherche donc, de plages de lyse. Donc, ces petits trous, on appelle ça des plages de lyse ou des PFU pour Plague Forming Units. Et, donc, elle a cherché donc, ces plages de lyse. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prélevé à cet endroit-là en disant, tiens, il y a peut-être des phages ici. Et ensuite, elle a mis ça dans un tube à essai avec du milieu nutritif, avec la même bactérie et donc son petit prélèvement. Elle a mis tout ça dans un incubateur parce que s'il y a un phage et qu'il y a des bactéries, bah, les phages vont se multiplier. Donc, elle peut amplifier le phage. Ensuite, elle va purifier tout ça, enfin, elle va filtrer tout ça, elle va récupérer donc, le liquide qui devrait contenir beaucoup de phages et elle va le reverser sur une nouvelle boîte qui contient toujours la même espèce bactérienne. Et elle va faire ça à plusieurs reprises pour s'assurer en fait de concentrer assez son phage et aussi pour être sûr, mais je ne rentre pas trop dans les détails, qu'on a affaire à un seul phage et pas à plusieurs phages. Donc voilà un petit peu ce qui se passe quand elle fait ça. Alors au cours des différents cycles, parce qu'elle fait à peu près entre 3 et 8 fois ce cycle-là, elle met sur la boîte, elle prélève, elle remet dans un milieu liquide, elle remet sur la boîte, elle prélève, elle remet dans un milieu liquide. Donc elle fait ça de 3 à 8 fois. Mais au cours de ces différents cycles, en fait, il se passe plein de choses. Et Julie va apprendre énormément à la fois sur ces phages et sur ces bactéries pendant ces expériences-là. Par exemple, le meilleur moment pour les mettre en contact, la durée pendant laquelle elle va les mettre en contact dans le tube à essai, la température à laquelle elle va devoir le faire, le pH, etc. Et toutes ces données-là, en fait, elles ne sont pas forcément les mêmes en fonction des bactéries et en fonction des phages. Donc, ce qui est important de comprendre ici, c'est que si on a des méthodes qui sont standardisées, en fait, les résultats ne le sont absolument jamais. Et même les mises en pratique de ces méthodes ne le sont pas non plus. Et donc, Julie, elle a appris à prendre en compte non pas les caractéristiques d'un phage ou d'une bactérie, mais bien les caractéristiques de la rencontre entre ce phage précis et cette bactérie précise. Et donc, comme elle l'a résumé lors d'une discussion qu'on a eue à la paillasse, elle m'a dit, tu tâtonnes. C'est vrai que oui, tu tâtonnes. Il faut que tu fasses des tests. Tu peux un peu jouer sur la température, si c'est possible, ou c'est du tâtonnage. Donc oui, tout le monde dit que c'est super facile de produire des phages. Et dans l'ensemble, oui, c'est facile. Mais bon, après, tu peux être amené à ajuster. Et c'est vrai que vouloir faire que les phages se produisent tous comme ci ou comme ça, ben, en fait, tu fais au phage. Donc voilà pour l'isolement. Je passe, en fait, il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais on ne va pas avoir le temps de tout faire. Alors, une fois ces nouveaux phages isolés, ce qu'il va s'agir de faire, ça va être de les faire rentrer dans des collections. Donc, après les différents passages de ces eaux, Julie a obtenu 3 phages actifs contre la souche de Klebsiella et 2 contre la souche de Proteus. Donc là, la photo que vous voyez, en fait, c'est les résultats pour la souche de Klebsiella. Elle a 3 boîtes et on a comme ça des petits points qui montrent en fait les phages qu'elle a pu isoler. Alors, ces phages, ensuite, ils vont être séquencés pour connaître parfaitement leur génome. Le génome va être annoté. Ensuite, les phages vont être caractérisés. Julie va faire d'autres expériences pour définir plus précisément l'activité de chaque phage sur sa bactérie, parce qu'en fait, l'activité peut varier, elle peut être plus ou moins forte, et on veut des phages très actifs pour faire de la thérapie phagique. Elle va également faire des croisements, c'est-à-dire qu'elle va se dire, bah, ce phage, il est actif sur cette souche de Klebsiella, mais je vais quand même essayer de le tester sur les autres souches que j'ai pour voir en fait ce que va être ce qu'on appelle son spectre d'hôtes, c'est-à-dire en fait quels sont les variants génétiques que les phages peuvent infecter. Mais à chaque fois, et c'est ça qui est important, pour chaque rencontre, il va falloir caractériser de nouveau la relation. Et donc, c'est ce que nous dit Julie. Elle nous dit c'est le couple d'un phage et d'une bactérie. Si tu changes ta bactérie ou autre, tes résultats seront différents. Ton phage ne va pas réagir de la même façon. C'est vraiment un couple phage-bactérie.
Alors, ce point, il a été illustré par le moment de la mise en collection, puisque, en fait, au moment où on va mettre en collection, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attribuer un nom à chacun des nouveaux phages qui a été isolé. Et alors là, je vous donne l'exemple d'un phage, l'un des phages anti-Klebsiella, qui a été nommé 4035 KP95. Alors, ça mérite une petite explication, mais c'est vraiment pour vous montrer en fait le côté relationnel de tout ça. Tous les phages du laboratoire qui commencent par 4000 sont des phages anti-Klebsiella. Ceux qui commencent par 1000, par exemple, ça peut être Staph. Ceux qui commencent par 2000, ça peut être Pseudomonas, etc. Et là, on a 4035, c'est le 35e phage anti-Klebsiella de la collection. Le segment KP95, quant à lui, correspond au nom de la souche bactérienne à partir de laquelle le phage a été isolé. Donc KP pour Klebsiella pneumoniae et 95 parce que c'est la 95e souche de Klebsiella pneumoniae du laboratoire. Alors cette appellation 4035 KP95, en fait, elle vient rappeler la dimension fortement relationnelle et l'historicité de chaque entité. Étant donné que les phages et les bactéries évoluent en permanence, si le phage venait à entrer en contact avec une autre bactérie, par exemple KP112, eh bien, le phage qui résulterait de cette rencontre s'appellerait 4035 KP112 pour pouvoir tenir compte de son évolution probable. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus du même phage. Il est réellement transformé par son interaction avec les bactéries, tout comme d'ailleurs les bactéries sont transformées par leur relation avec les phages. Donc, ce qu'on voit avec ces brèves descriptions, c'est là où j'arrête pour les descriptions d'expériences scientifiques. Ce qu'on voit avec ces descriptions, c'est que l'acte de nommer le phage n'est pas seulement un acte de naissance scientifique du phage. En fait, c'est avant tout un acte de fixation, de cristallisation ou d'essentialisation dans une forme donnée d'une relation ou du produit d'une relation entre deux entités. Donc, en gros, la technicienne va décider, à un moment donné, après avoir réuni les phages et les bactéries, de mettre fin à une relation qui est destinée à évoluer constamment. Donc, à ce moment précis, en fait, la technicienne considère que le phage qu'elle a devant elle exprime parfaitement le potentiel qu'elle a voulu exploiter dans sa relation avec la bactérie d'intérêt. Donc, le phage, il est virulent, il est très virulent. Il va épuiser toutes les bactéries ou quasiment toutes les bactéries qu'il va rencontrer pour se reproduire. Et donc, ça, c'est un phage qu'on veut pour faire de la thérapie phagique. Alors, ce phage et cette bactérie, ils vont ensuite rejoindre les collections du laboratoire. Donc, chacun va être placé dans des tubes ASC, enfin dans des tubes Eppendorf, des petits tubes stock, et va être stocké dans des congélateurs à moins 80 degrés, ce qui va assurer en fait, pour le coup, un gel des capacités évolutives des phages et des bactéries, des congélateurs auxquels seule la technicienne et le chef d'équipe ont accès. Et ça, je dis ça, je ne rentre pas dans le détail, j'avais pas mal travaillé là-dessus pendant ma thèse. Vraiment, les congélateurs qui contiennent les collections de souches, c'est un peu un trésor au niveau du laboratoire. Et si ça bouge, si on laisse n'importe qui ouvrir la porte du congélateur, si les tubes sont décongelés, ils peuvent se remettre à bouger. Donc, on ne peut pas être assuré du contenu de ce qu'il y a dedans. Donc, une fois dans la collection, tout ce travail d'isolement et de caractérisation, il ne doit pas avoir été en vain. Rien ne doit bouger. Les bactéries des patients, comme les phages des eaux usées, doivent rester vivants, certes, mais ils ne doivent plus évoluer. Parce que ce qu'on a appris d'eux et ce qu'on a rempli comme fiche dans les sous-fichiers informatiques, etc., ça n'est valable que pour vraiment ces espèces à ce moment-là et dans la forme dans laquelle elles ont été congelées. Donc, si dans les expériences, tout est basé sur des relations et que tout se passe parce qu'il y a des relations coévolutives, eh bien, l'entrée dans la collection va sanctionner l'objectivation des micro-organismes. L'attribution d'un nom va impliquer une identité marquée. Et donc, chaque nouveau phage va être ensuite séquencé et la séquence d'acide nucléique va en quelque sorte fixer cette identité dans le marbre. Alors, dans ce contexte, les collections du laboratoire, en fait, elles peuvent être conçues comme ce que j'ai appelé des instantanés de micro-géohistoire. Chaque phage a une histoire. Il est isolé à partir d'un échantillon d'eau prélevé à un endroit précis, à un moment donné, sur une souche bactérienne d'une patiente qui a elle-même une histoire complexe, parfois dans une zone proche, parfois non. Et donc, les collections, en fait, elles sont la fixation, à un moment donné, d'une relation tripartite humaine, bactérienne et phagique. Donc, ces collections, elles sont précieuses. Elles sont constituées de manière à disposer de la plus grande diversité de phages possible pour pouvoir traiter les patients. Mais il est important de rester prudent et de prendre ces collections pour ce qu'elles sont. Et encore une fois, ce sont des instantanés de micro-géohistoire.
Alors, c'est ici que j'aimerais revenir à un propos un petit peu plus général et que j'aimerais nous reconnecter à la fois à la diversité des relations phages-bactéries et aux récits qui sont développés sur les microbes. Les phages n'échappent absolument pas au cadrage général sur les microbes mauvais qu'il faudrait à tout prix éradiquer. Et d'ailleurs, le plus souvent, en fait, les phages sont présentés dans les conférences ou dans les écrits, qu'ils soient destinés aux collègues ou au grand public d'ailleurs, comme des tueurs professionnels ou comme des snipers. Et en fait, ces métaphores, elles sont très loin d'être insignifiantes et elles peuvent orienter le développement de la phagothérapie dans un sens ou dans un autre. Alors, les compétences relationnelles des phages et des bactéries, elles sont observées et utilisées dans les laboratoires depuis des décennies. Donc, on doit au développement, enfin, on doit aux phages le développement de la biologie moléculaire, avec toutes ces possibilités tant en recherche fondamentale qu'appliquée, hein, par exemple la capacité à produire des organismes génétiquement modifiés, des molécules thérapeutiques, des biocarburants, etc. Et le prix Nobel de chimie qui a été attribué dernièrement à Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier l'a été sur un système qu'on appelle le système CRISPR-Cas9. Et CRISPR-Cas9, en fait, eh bien, c'est un système de médiation des relations phage-bactéries. Donc, le problème avec cette utilisation des phages comme des outils, presque, en biologie moléculaire, fait qu'ils sont vraiment devenus, en fait, pour beaucoup en tout cas, simplement ça, des outils. Mais pour d'autres chercheurs, en revanche, ces compétences des phages et des bactéries, ces compétences relationnelles, elles sont source de questionnements sans cesse renouvelés sur le continuum du vivant, sur la coopération, l'évolution ou l'écologie. Parce que, en fait, l'étude des virus et des bactéries révèle bien plus qu'un spectre de modalités relationnelles. Donc, bien plus que des relations qui iraient du parasitisme à la symbiose, en passant par le commensalisme, par exemple. Ce que montre l'étude des virus et des bactéries, c'est la plasticité même des entités, c'est leur devenir commun dans et par les relations qu'ils instaurent. Donc, une vision complètement fluide du vivant. Et ici, les métaphores vont jouer un rôle absolument capital. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, on peine à exprimer, on peine à formuler les comportements viraux bactériens hors des champs lexicaux usuels de la reproduction sexuée et de l'immunologie. Et l'anthropologue Emily Martin a montré à quel point la reproduction sexuée ou l'immunologie était vraiment complètement genrée. Alors, je vous donne l'exemple très rapidement. Pour la reproduction sexuée, pendant très très longtemps, en fait, on a considéré l'ovule comme étant passif et le spermatozoïde comme le preux-chevalier actif qui allait venir réveiller sa belle endormie par un baiser. Et en fait, cette conception même de la reproduction sexuée a, on peut dire, freiné énormément le développement des connaissances pendant de nombreuses années. Et Émilie Martin le montrait très bien dans un article. Pour ce qui est de l'immunologie, l'histoire de l'utilisation des termes d'immunologie, elle est complexe. Dominique Vuitton a rappelé l'origine même du terme immunité qui au départ n'était pas du tout utilisé, enfin pas du tout, qui n'était pas utilisé en tout cas en biologie telle qu'on l'entend aujourd'hui. Elle expliquait que pour ça il fallait attendre le 19e siècle. Mais en fait, on a tout un tas de métaphores qui circulent entre les sciences du vivant et les sciences sociales autour de la notion d'immunité, d'immunologie, de frontières, de soi et de non-soi, qui viennent en grande partie parasiter un peu les discours. Pour revenir aux phages, on dit des phages qu'ils injectent leur ADN, qu'ils pénètrent la cellule hôte, qu'ils se tapissent ou qu'ils se cachent, qu'ils sont des agents dormants dans l'ADN bactérien. Et donc, en fait, quand on voit ça, ce qu'on voit, c'est qu'il s'agit de viol, de transgression, de guerre lavée, de destruction. Et pourtant, quand on discute avec les chercheurs et quand on s'intéresse vraiment à ces relations entre les phages et les bactéries, en fait, il est possible de voir absolument tout autre chose. C'est-à-dire qu'on peut voir au contraire des puissances créatrices qui échappent précisément au dogme de la reproduction sexuée ou à ceux d'une immunologie qui est encore trop souvent pensée sur le mode du soi et du non-soi. En fait, ce qu'on voit, c'est des intimités organiques qui viennent révéler en fait la porosité des catégories avec lesquelles la modernité occidentale pense et agit sur le monde. Certains virologues, par exemple, grâce à une familiarité de longue date avec les phages et avec les bactéries, vont hésiter à dire que le phage tue son hôte. Dans bien des cas, en fait, la bactérie, elle va mourir d'elle-même, toutes ses ressources finissant par être épuisées par le virus. Alors, je suis consciente que c'est un tout petit changement, mais derrière cette reformulation qui paraît anodine, ce qui se joue, c'est quand même un autre récit où le virus ne détruirait pas intentionnellement la bactérie, mais trouverait en fait dans cette bactérie une matrice pour sa réplication-création, intégrant d'ailleurs au passage des fragments de cette même bactérie.
Alors, si je complique un tout petit peu les choses et que je reviens sur le schéma que je vous ai montré au début, on peut aussi se pencher sur ce cycle lysogénique, donc sur la partie droite et en rouge du schéma, donc c'est-à-dire sur le cycle dans lequel les phages intègrent leur ADN à celui de la bactérie. Avec cette fusion des matériels génétiques, le mode d'existence du virus change radicalement, puisqu'il va faire partie intégrante de la bactérie. Alors, encore une fois, des fois, on dit qu'il est dormant, ce qui voudrait dire, en fait, selon notre imaginaire à nous, qu'il ne fait rien, qu'il attend, qu'il est passif, un peu comme l'ovule pendant longtemps a été pensé. Euh, mais pourtant, la bactérie dans laquelle ce virus dort, eh bien, elle va développer de nouvelles compétences. Par exemple, elle va devenir résistante à un antibiotique, ou elle va fabriquer d'autres facteurs de virulence, ou elle va être immunisée contre d'autres phages. Alors, ces compétences, est-ce qu'il s'agit de celles de la bactérie ou est-ce qu'il s'agit de celles du virus? Est-ce que les deux entités peuvent encore être dissociées ou alors est-ce qu'elles forment une chimère, donc une nouvelle entité? Ces questions, elles sont d'autant plus complexes que l'entité ainsi formée peut tout à fait être transitoire. Sous certaines conditions, un stress extérieur ou autre par exemple, eh bien, le virus va se dissocier de l'ADN de la bactérie et va de nouveau entrer dans un cycle lytique, c'est-à-dire se répliquer par centaines pour former de nouvelles particules virales et se libérera donc en détruisant la bactérie. Ces modes d'interaction ne sont absolument pas propres aux virus et aux bactéries. On a 5 à 8, juste pour information, par exemple, ce cycle lysogénique qu'on voit en rouge sur la partie gauche, c'est tout à fait en fait le mode de fonctionnement du virus de l'herpès. C'est-à-dire que le virus de l'herpès, en fait, il va s'intégrer à certaines de vos cellules et puis à l'occasion d'une crise, hop, il va sortir, il va migrer et puis il va déclencher une crise. Mais ces modes d'interaction, là je vous parle d'un virus pas cool, je vais vous parler d'un virus un peu plus sympa. On a 5 à 8 de l'ADN humain qui est en fait d'origine virale. C'est-à-dire qu'il est issu de la fusion, à un moment donné ou à un autre de l'histoire évolutive des espèces, du matériel génétique d'un virus avec une cellule hôte infectée. L'exemple le plus connu dans le règne animal, c'est celui des syncytines. Les syncytines, c'est des protéines qui sont nécessaires à la formation du placenta, donc qui est une compétence propre aux mammifères, mais qui a été en fait rendue possible par l'interaction d'un ancêtre lointain avec des virus. Donc, à un moment donné, on ne sait pas trop dans la chaîne, enfin certains doivent le savoir, mais moi non, le virus donc s'est intégré dans la lignée germinale, donc dans les cellules qui sont nécessaires à la reproduction sexuée, et donc a conféré cette compétence supplémentaire et donc a permis au règne des mammifères d'advenir. Donc cet ADN d'origine virale, on appelle ça aussi du junk DNA ou de l'ADN poubelle en raison de sa supposée inutilité. Bon, après, peut-être qu'on trouvera au fur et à mesure à quoi ça sert ou à quoi ça a servi. Eh bien, cet ADN d'origine virale, il peut être envisagé comme la lente sédimentation d'expériences relationnelles et donc comme l'archive d'événements qui ont conduit les mammifères là où ils sont aujourd'hui. Et c'est ici que je voudrais en venir. L'essentialisation des entités et des relations, en fait, elle n'est possible que si on arrête le mouvement ou que si on le ralentit suffisamment. Et là, le monde microbien est précieux. C'est-à-dire que sans vouloir réduire l'ensemble des différences qui existent entre ces formes de vie, les temporalités qui les animent sont clairement distinctes. Donc, dans le temps d'une vie humaine, ce sont des milliers de générations de bactéries qui se succèdent, des milliards de cellules qui viennent échanger, qui vivent et qui échangent avec des bactériophages ou avec d'autres entités, qui procèdent à des transformations mutuelles et qui agissent sur les milieux qu'elles peuplent. Les bactéries, elles vont beaucoup plus vite, et parce qu'elles vont beaucoup plus vite, en fait, elles nous donnent à voir ce qui est beaucoup plus difficile à voir pour des organismes dits supérieurs dans le règne animal ou végétal. Donc la restauration du mouvement, le dynamisme, l'impossibilité de penser efficacement sans ça, c'est précisément ce à quoi oblige la compréhension des virus et des bactéries. Et donc c'est uniquement par un effet de distorsion dû au ralentissement qu'on peut penser des relations univoques entre des entités dont l'essence serait figée et qu'on peut considérer dans des milieux, et qu'on peut considérer les milieux dans lesquels ils se déroulent comme des arrière-plans qui seraient immuables. Donc, loin de déboucher sur une essentialisation ou sur une fixation des entités et des relations, en fait, l'observation des virus et des bactéries permet alors de penser ce que j'ai appelé la pluribiose. La pluribiose, c'est quoi? C'est en fait l'enchevêtrement de multiples spectres de relations qui vont engager des entités qui sont toujours en devenir, qui sont constamment formées et transformées par les interactions. Et ce concept de pluribiose, en fait, il intègre la nature fondamentalement relationnelle du vivant, qu'il pose comme un universel. Donc, il fait du mouvement une norme et du coup, il impose de situer chaque proposition. Si l'évolution et le caractère relationnel sont constitutifs du vivant,
alors les savoirs qui prétendent rendre compte de ce vivant doivent eux-mêmes être situés et replacés dans les configurations dans lesquelles ils sont produits. Et ça, et c'est là où je vais revenir sur la thérapie phagique, c'est tout aussi vrai pour l'utilisation de ces savoirs, pour les applications de ces savoirs. Donc, l'attention portée aux formes d'interaction entre les phages et les bactéries, l'observation des pratiques de laboratoire qui permettent d'isoler et de sélectionner les phages, conduit à penser, avec certains des acteurs de la phagothérapie, à une autre conception du soin et de la médecine. Une médecine que j'ai choisi de décrire comme pluribiotique, c'est-à-dire attentive à l'histoire sans fin de ces assemblages multispécifiques qui sont toujours en devenir. Donc, je voudrais finir sur ces deux modèles, sur les modèles de développement, pour vous montrer en fait comment on peut connecter ces conceptions du vivant aux infrastructures matérielles de nos sociétés. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les médecins et les chercheurs s'accordent sur la nécessité, quand c'est possible, d'utiliser plusieurs phages pour une même bactérie responsable de l'infection d'un patient. Alors, bon, là, je vais passer vite, mais en gros, si on n'a qu'un seul phage, on a un risque possible que la bactérie devienne résistante. Si on met 3 phages sur la bactérie, il y a peu de chances que celle-ci, statistiquement, arrive à avoir une mutation qui lui permette de devenir résistante sur les 3 phages. Donc, pour ces raisons, en fait, la disponibilité et le succès de la thérapie phagique va dépendre de la constitution donc, de ces collections de phages. Mais, et c'est là où c'est important, il va falloir garder en tête la façon dont ces collections ont été constituées. C'est-à-dire que pour ceux qui ne sont pas attentifs, pour ceux qui ne saisissent pas les ressorts donc de ces relations, et les ajustements constants qui existent entre phages, bactéries, humains et environnement, eh bien, à ce moment-là, les phages des collections ils peuvent apparaître comme des entités réifiées, comme des choses fixées, qui sont contrôlables, standardisables, exploitables et utilisables en masse. Et donc, si elle est négligée, la collecte, elle apparaît comme une fin et non comme un détour nécessaire. Et du coup, les micro-géohistoires qui sont à l'œuvre vont être figées dans l'histoire avec un grand H, celle du contrôle de l'homme avec un grand H sur la nature avec un grand N. Et donc, dans ce cadre, la collecte de phages devient un point de basculement, une bifurcation en fait possible entre des projets et des conceptions qui sont radicalement différents, que ce soit en termes d'infection, de soins ou de production de nouvelles thérapies. Alors, pour vous donner un véritable exemple, actuellement, il existe une forme de consensus sur la possibilité de développer 2 modèles de thérapie qui peuvent facilement être liés à une utilisation différentielle des collections et des conceptions opposées, et à des conceptions opposées du vivant. Donc, d'un côté, on aurait le modèle sur mesure, de l'autre, le modèle prêt-à-porter. Le modèle sur mesure, il va impliquer la sélection au sein des collections de phages très virulents sur la souche bactérienne responsable de l'infection. Donc, on va tenir compte là de la spécificité de l'infection. Le second modèle, quant à lui, dit prêt-à-porter, il va reposer sur le développement de cocktails qui vont contenir quelques phages qui vont montrer une activité sur une grande variété de souches d'une espèce bactérienne donnée. Et donc, l'intérêt de ces cocktails, c'est qu'ils vont mimer l'effet large spectre des antibiotiques. L'intérêt aussi, c'est qu'on peut les produire en masse pour les utiliser en masse. Et les commercialiser, bien sûr, en masse. Alors, ce modèle, bien évidemment, du prêt-à-porter, il est privilégié par les startups, mais c'est un modèle qui décontextualise complètement l'infection. Et dans cette conception du traitement prêt-à-porter, eh bien, la dimension vivante et coévolutive donc des phages et des bactéries est impensable. Donc, le phage est objectivé, il devient un énième antibiotique et il est utilisé comme une molécule chimique. Les phages, le problème qu'il y a, donc il y a plusieurs problèmes. Le premier étant que les phages de ce type de cocktail pourraient n'être que partiellement actifs et, par exemple, ils pourraient induire la sélection de bactéries résistantes. Donc, du coup, en fait, on se retrouverait à la case départ. L'autre problème, c'est que ces phages, s'ils venaient à être utilisés en cocktail, on pourrait tout à fait imaginer qu'ils soient utilisés en santé humaine, mais aussi en santé animale, et donc utilisés massivement. Et c'est ici qu'une autre histoire est importante à rappeler, qui est celle de l'antibiorésistance. Donc l'antibiorésistance, c'est un phénomène naturel, mais ce qu'il est moins depuis dans les 50 dernières années, c'est la fréquence et le caractère cumulatif de ces résistances. Aujourd'hui, on a des bactéries qui portent plusieurs dizaines de gènes de résistance qui leur permettent de résister à tous les antibiotiques disponibles. Ces résistances, elles sont apparues d'abord dans les hôpitaux en raison d'une utilisation importante des antibiotiques, mais le plus souvent pour d'excellentes raisons. Et d'ailleurs, très tôt, dès les années 40-50, les médecins ont mis en garde contre une utilisation un peu dérégulée des antibiotiques. Mais le vrai problème de l'antibiorésistance, c'est moins les résistances dans les hôpitaux que les résistances dans l'environnement, qui, elles, sont apparues en raison d'une utilisation de ces molécules chimiques, notamment dans les élevages,
que ce soit en préventif ou comme promoteur de croissance, dans les cultures, dans l'industrie agroalimentaire. Et donc, dit autrement, l'antibiorésistance, c'est un des effets de ce qu'on peut appeler le capitalocène, c'est-à-dire un effet des modes de production et de consommation en masse, d'infrastructures matérielles qui reposent sur la standardisation et la réduction de la diversité biologique à des fins productivistes et pour augmenter donc la rentabilité. Ce qui a été oublié dans l'utilisation des antibiotiques, c'est précisément les capacités évolutives et relationnelles des êtres vivants. Donc, je ne reviens pas sur les mécanismes, et je crois qu'en plus, il y aura une séance, la prochaine séance, qui va parler de l'antibiorésistance. Mais les bactéries, elles s'amusent, elles s'échangent des gènes extrêmement facilement. On a vu que les phages, en plus, dans ce processus, pouvaient les aider. Et donc, voilà, c'est open bar, tout s'échange, tout se transmet à une vitesse prodigieuse. Et donc, l'antibiorésistance, elle peut être considérée comme la manifestation, pardon, je fatigue, comme la manifestation du pouvoir créatif du vivant. Ces pouvoirs créatifs, ils ne sont pas en eux bons ou mauvais. Il ne s'agit absolument pas de cadrer les choses en parlant de revanche de la nature, hein, ça n'a absolument aucun sens. C'est juste histoire de dire que donc, le vivant agit et réagit, et les bactéries, face aux molécules chimiques, elles vont évoluer très rapidement. Et donc, la question qu'on peut se poser avec les phages, c'est la suivante. Si au lieu de molécules chimiques, ou en plus des molécules chimiques, les bactéries étaient massivement exposées à des cocktails de phages standardisés, eh bien, qu'est-ce qui pourrait se passer pour les environnements? Donc, la nature relationnelle des êtres vivants, c'est ce qui a été oublié dans l'antibiothérapie et dans de nombreux autres domaines. Mais les phages, par leur particularité, peuvent nous permettre de ne pas oublier cette dimension et donc de développer, comme l'espèrent de nombreux acteurs de la phagothérapie, une médecine qui prenne activement en compte la pluribiose. Donc, il s'agit de faire un choix, et ce choix, en fait, il provient d'une bifurcation ontologique. Soit nous sommes attentifs à la pluribiose, soit nous reconnaissons les microgéohistoires et nous renonçons aux solutions de type one size fits all, mais ça impliquerait la création de nouveaux modèles de développement. Alors là, je vous ai mis la référence à un article que j'ai coécrit avec une collègue cette année, dans lequel on parle justement de ces modèles de développement, de réglementation, etc., et où on fait le lien, où on pousse un petit peu plus. Là, je n'ai pas le temps. Mais en fait, l'idée, c'est quand même de développer un modèle de production publique des phages. Soit, autre solution, nous perpétuons l'histoire de la mainmise de l'homme sur la nature, une histoire faite de réification du vivant, non humain mais aussi humain, dont les conséquences possibles ne peuvent plus vraiment être ignorées entre le réchauffement climatique, les pandémies, etc. Voilà, donc cette bifurcation que je viens de présenter entre deux conceptions du vivant, entre deux utilisations des collections de phages, entre deux modèles de développement, qui sont aussi des modèles économiques, bien sûr, et qui conduisent à des pratiques de l'infectiologie qui sont différenciées, eh bien, cette bifurcation, elle n'en est qu'une parmi les nombreuses qui nous sont offertes si on prend et quand on prend en compte sérieusement les capacités du vivant, qu'il soit humain ou non humain. Si on continue d'oublier que les savoirs sont situés, si on continue d'oublier que leurs applications doivent être également situées, si on continue d'oublier en gros la dimension évolutive et relationnelle du vivant, eh bien, on se prépare d'autres antibiorésistances, d'autres pandémies et d'autres pestes. Alors, comme j'ai commencé avec le Covid, donc un virus qui est lui-même le fruit, toujours en devenir, d'agencements multispécifiques et d'interactions entre des échelles temporelles et spatiales extrêmement variées, je vais essayer de finir avec. Donc, il est évident pour tout le monde que le Covid n'est certainement pas la dernière pandémie à laquelle nous devrons faire face. Il est également évident, mais peut-être un peu moins, que chaque virus a ses propres spécificités dans ses interactions avec les humains et ses hôtes, et ses autres hôtes, donc vecteurs, mode de contamination, temps d'incubation, étiologie, facteurs de comorbidité, etc. Et donc, en fait, il est évident que la prochaine pandémie sera complètement différente. On ne sait pas ce qui adviendra. On peut donc se préparer, mais pas comme dans les plans de préparation que je considère en fait comme des emplâtres sur des jambes de bois. Se préparer, c'est-à-dire être en mesure d'accueillir les conséquences de l'arrivée d'un nouveau virus, mais aussi, et Patrick Giraudoux et aussi, je crois, Jean-François Guégan ont insisté là-dessus, travailler activement sur les causes des pandémies. Et là encore, les bactériophages et les bactéries constituent un parallèle intéressant. Les phages pourront certainement permettre de traiter des infections bactériennes multirésistantes. Là, on agit sur les conséquences. Ils pourront peut-être aussi, si on arrive à les développer suffisamment, jouer un petit peu sur les causes, puisque si on les utilise comme alternative aux antibiotiques, on diminuera l'utilisation des antibiotiques et donc la pression de sélection et le risque de l'apparition de nouvelles antibiorésistantes. Si on les utilise trop et de manière dérégulée, on aura aussi le risque de nouveaux superbugs. Mais
Et c'est là où il faut en venir aux causes. Tant qu'on continuera d'utiliser massivement les antibiotiques dans des élevages intensifs, dans des fermes piscicoles destinées à produire de la protéine en masse ou dans des cultures, eh bien, nous contribuerons à alimenter le problème. Les causes de l'antibiorésistance, elles ne sont vraiment pas fondamentalement différentes de celles de l'épidémie de Covid. Donc tout ça pour finir, pour dire qu'il n'y a absolument pas de solution miracle, qu'il n'y a pas surtout de solution unique, mais qu'il y a des alternatives diverses et variées qui demanderont en fait des réflexions informées et collectives. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci beaucoup. On peut peut-être désactiver le partage éventuellement. Voilà. C'est bon? Je crois, oui. Parfait. Je vais mettre la galerie. Alors, est-ce que nous avons déjà des petites mains qui se seraient levées pour poser des questions? Je n'en vois pas pour l'instant. Ah, si, Sarah. Alors, oui, Sarah Carvalho. ouais, bonjour Charlotte, merci beaucoup pour cet exposé qui était passionnant et qui rejoint des thématiques qui m'intéressent particulièrement sur la prise en compte de la pluralité ou du pluralisme, non seulement d'un point de vue épistémologique, mais aussi d'un point de vue ontologique. Mais alors, j'ai une question sur disons, les préconisations thérapeutiques ou préventives qu'on pourrait avoir, parce que votre exposé me renvoyait à des débats, disons, un peu sempiternels en médecine, sur une approche plutôt de la nature médicatrix elle-même, c'est-à-dire sur le fait que, en fait, c'est vraiment en collaborant avec la nature et en favorisant ces phénomènes naturels qu'on va pouvoir retrouver une santé. Et puis une approche au contraire allothérapeutique qui dit que voilà, c'est le modèle du combat et qu'il faut donc lutter contre les agents infectieux ou contre les causes. Et donc il y a l'idée qu'il faut trouver des causes et qu'il faut agir directement sur les causes. Donc en fait, on a une espèce de césure permanente en médecine qui trouve des nouvelles figures permanentes aussi en fonction des époques. Mais en même temps, on a l'impression qu'en Occident, c'est toujours finalement le modèle allothérapeutique qui a été dominant, c'est-à-dire que on a toujours été dans un modèle de combat, de recherche des causes, d'action sur les causes. Enfin, en tout cas, c'est le modèle dominant de la médecine occidentale. Et donc, voilà, moi je vois aussi des soubassements culturels très forts sur la manière dont la médecine se pense par rapport à la pathologie. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu des contestations, mais ces contestations, donc on voit par exemple dans toute la tradition vitaliste, où l'idée c'est que la médecine, elle devrait plutôt collaborer avec le vivant et donc favoriser paradoxalement l'idée par exemple d'aller jusqu'au bout de la maladie pour en s'en sortir. En fait, ces idées-là, elles ont toujours aussi existé, mais elles ont toujours été marginales. Donc, est-ce que c'est si simple que ça? Enfin, je vois bien votre posture critique, mais le phénomène me semble tellement enraciné dans notre culture et en particulier dans la manière dont on conçoit la médecine que ça me semble difficile justement de rentrer dans ce que Dominique Vuitton ou Patrick Giraudoux, Jean-François Kervégan ont montré sur comment trouver des nouvelles formes de collaboration et de coopération avec le vivant. Oui, je pense que ça va pas être de la tarte, on est bien d'accord. Ce qui est intéressant avec les phages, c'est qu'on est arrivé à un moment, et c'est ça qui est très plaisant quand je fais du terrain avec tous ces gens-là, c'est que en fait, concrètement, on est arrivé à un tel niveau d'impasse, c'est-à-dire que les antibiotiques, ça a été vraiment la magic bullet de la deuxième moitié du XXe siècle, ça a été formidable, et c'est pas du tout pour critiquer les antibiotiques, je veux dire, justement, on a besoin des antibiotiques, et donc il faut qu'on préserve ceux qui sont encore efficaces. Donc, je pense que c'est moins, en fait, l'idée, c'est pas d'opposer, en fait, naturopathie ou allopathie ou ce genre de choses. L'idée, c'est d'avoir une approche peut-être plus nuancée. Pour vous donner l'exemple, dans les infections bactériennes, par exemple, pour l'instant, on n'envisage pas d'utiliser les phages dans les infections aiguës parce qu'on n'a pas le temps. Et donc, les antibiotiques restent vraiment la meilleure
des thérapies disponibles, mais on envisagerait au contraire d'utiliser les phages dans les thérapies, dans les infections chroniques, c'est-à-dire là où on a le temps, mais aussi avec des gens qui sont en souffrance sur des années et des années. Donc voilà, donc moi je suis pas du tout, je milite absolument pas, si vous voulez, pour une interdiction des antibiotiques ou quoi que ce soit. Je dis juste qu'en fait, il n'y a pas de mauvaise solution en soi. Par contre, on ne peut pas avoir un récit unitaire et c'est ça qui est extrêmement dérangeant. L'éradication, c'est quand même voilà, l'éradication, c'est quand même le paradigme dans lequel on est en santé publique au cours du XXe siècle et dans le XXIe. L'éradication, concrètement, ça a marché qu'une seule fois, c'était pour la variole, et c'était vraiment parce que la variole avait des caractéristiques extrêmement spécifiques qui nous ont permis donc d'aller jusqu'à cette éradication. Ça n'arrivera pas, à mon sens, pour le VIH. Donc, à partir de là, en fait, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a des fois où l'éradication est possible. Si c'est le cas, faisons-le. Mais les fois où l'éradication n'est pas possible, comment on fait dans ce cas-là pour vivre avec? Et ce n'est pas le vivre avec du gouvernement. C'est vraiment, en fait, comment on vit quotidiennement avec ces entités. On a des exemples phénoménaux. Enfin, le VIH, c'est quand même incroyable ce qu'on a réussi à faire en plusieurs décennies. Aujourd'hui, des gens, alors malheureusement, c'est beaucoup plus facile dans les pays du Nord que dans les pays du Sud, hein, ça c'est très très clair, mais aujourd'hui, enfin, les gens peuvent vivre avec leur VIH. Voilà, c'est donc, bien entendu, je pense que ces gens seraient ravis si on les débarrassait définitivement de leur virus. Mais en fait, voilà, je pense qu'il faut à chaque fois situer en fait, à la fois le problème. Il faut vraiment regarder en fait, le type d'interaction auquel on a affaire, quelles sont ses caractéristiques, et à partir de là, voir en fait, quelles solutions on choisit et quelles sont les conséquences en fait, des solutions. Mais ça, les médecins le font déjà en permanence en infectiologie. Quand ils arrêtent les antibiotiques ou quand ils décident de passer à des thérapies alternatives, hein, ils ont eux-mêmes une vision qui est beaucoup moins simpliste de l'infection et de l'éradication que celle qui est, qui est véhiculée, on va dire, plus largement dans la société. Merci. Je vais lire une ou deux questions qui viennent du chat en laissant Charlotte lire elle-même les exclamations de Patrick, de Dominique. J'ai la question de Marie-Angèle Hermite qui commence par dire qu'elle est tout à fait d'accord avec tout ce qui est dit des interrelations caractéristiques du vivant. Et il me semblait, dit-elle, qu'au fond, au moins depuis Darwin, c'était acquis. Mais du coup, elle repense à une remarque faite par Pierre-Henri Bouillon, excusez mon ignorance, j'imagine que c'est un Pierre-Henri, qui, il y a très longtemps, c'est un souvenir de 1992, lors d'un travail sur les OGM. Il avait dit, surtout, n'utilisez pas les phages, parce que si c'est le cas, on aura la même histoire qu'avec les antibiotiques. Et ce n'est pas parce qu'on mettra 3 ou plus de phages que l'on évitera ce phénomène. Donc, il faudrait, les garder pour une pandémie qui mettrait en péril l'ensemble de l'espèce humaine. Les mises en garde ne servent jamais à rien. Comment réagissent, voilà la question, vos interlocuteurs lorsque vous leur faites ces remarques? Je n'ai pas compris ce que vous trouvez comme solution. Si vous pensez qu'il y en a une. Moins utiliser d'antibiotiques, eh bien, mais ça ne suffit pas. Oui, c'est une vraie question et je suis complètement d'accord, mais c'est en ça qu'il faut reconnecter ça avec les modèles de développement de la thérapie phagique. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si vous voulez, à part les startups qui veulent encore donc, produire encore ces phages et ces cocktails de phages à grande échelle de façon à pouvoir les utiliser massivement et donc générer du profit, hein, la question est relativement toujours la même. À côté de ça, il y a des modèles qui sont en train de se mettre en place, qui sont des modèles concertés, extrêmement ponctuels. Donc, par exemple, l'Agence nationale de sécurité du médicament, lors d'un conseil scientifique spécialisé temporaire en 2019, a acté de la création d'une plateforme nationale de thérapie phagique qui consiste en fait à mettre en place un collège de différentes personnes et de différentes spécialités médicales pour décider si les phages pourraient ou non être utilisés. Ce qui va empêcher, selon moi, la seule chose qui peut empêcher, selon moi, le problème qu'on a eu avec les antibiotiques, c'est justement la création d'un modèle qui va favoriser le sur-mesure, c'est-à-dire une utilisation extrêmement ponctuelle avec des phages qui sont parfaitement adaptés et entraînés sur la bactérie du patient. Et donc, c'est d'éviter la massification, c'est-à-dire que concrètement, si vous voulez, le phage, une fois qu'il est injecté dans le corps humain, il va rencontrer la bactérie pour laquelle voilà, dont il est friand, mettons. Mais une fois qu'il n'y a plus de bactéries, en fait, ce phage, il n'a plus de possibilité de se reproduire. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va être dégradé par l'organisme. Donc, si on maintient en fait la thérapie phagique dans un cadre extrêmement contraint, et là, il faut mettre beaucoup de garde-fous, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de voir, c'est ce que pas mal d'équipes de recherche sont en train d'essayer de voir, si on met des garde-fous en place et qu'on garde ça à l'hôpital public, dans l'hôpital, avec une production qui soit publique,
eh bien, à ce moment-là, on évitera le drame des antibiotiques, parce qu'encore une fois, le drame des antibiotiques, il est moins lié aux utilisations en hôpital. Alors après, il y a des problèmes de santé publique. On sait qu'il y a des pays qui ont trop utilisé un usage des antibiotiques sans ordonnance, par exemple, sans antibiogramme, etc. Donc là, on sait qu'il y a eu du problème. Mais enfin, le vrai problème de l'antibiorésistance, selon moi, encore une fois, il est beaucoup plus dû à l'utilisation complètement délirante qu'on en a fait et qu'on continue à en faire, en fait, dans les élevages et dans les fermes piscicoles et ce genre de choses. Donc voilà, si on empêche, c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'acteurs de la thérapie phagique disent attention, en fait, on veut rester en santé humaine dans des cas très précis et on veut absolument pas passer en santé animale, ou en tout cas pas en santé animale pour des souches bactériennes qu'on partagerait avec les animaux, justement pour éviter la création de superbugs là encore. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Elle nous le dira dans le chat ou directement. Marie-Angèle, j'ai une question. Alors peut-être la question de Pangolin 25. Les phages ont-ils été expérimentés sur le plan thérapeutique et si oui, avec quels résultats? Ah, Daniel, pardon, il doit partir à l'école, Daniel. Je te donne tout de suite, et on va donner la parole à Daniel qui demande la parole et on va répondre à la question de Pangolin 25 juste après. Vas-y, Daniel. Ouais, merci. Effectivement, il faut que je parte à l'école. Merci beaucoup pour cette présentation. On parle beaucoup de la partie, par exemple, transfert de matériel génétique chez les virus ou du fait qu'effectivement, ils vont avoir un rôle dans la lyse. Mais c'est très… On parle beaucoup de l'interaction finalement cellule-virus. Mais en écologie, notamment des phages, il y a des rôles des virus qui sont extrêmement importants dans les écosystèmes. Et notamment dans, alors d'une part, le recyclage de la matière organique, mais aussi beaucoup dans le fait que, avec la théorie du kill the winner, le phage en fait va permettre en permanence de renouveler la population, ce qui va optimiser l'utilisation des ressources. C'est-à-dire que si la même bactérie persiste, en fait, au bout d'un moment, on va avoir en quelque sorte, le milieu va s'appauvrir dans un sens et il y a toute une partie des ressources qui ne seront plus utilisées. Et en fait, ce système de phage en écologie microbienne, il permet en permanence de renouveler la population en tuant celles qui l'emportent, ce qui permet d'utiliser un très large spectre d'éléments nutritifs dans les milieux lacustres ou dans l'océan. Et aussi, ces phages, ils ont un rôle fort dans le stockage de carbone, en fait, parce qu'en éliminant la biomasse, ils vont limiter un certain nombre de processus, qui fait qu'il va y avoir du stockage. Et je trouve que c'est vraiment intéressant cette façon que vous avez, qu'on partage tous, hein, parce qu'on le voit bien, cette façon de dire, on prend le vivant comme des choses complètement segmentées, et on considère ces virus comme étant des organismes nuisibles, entre guillemets, dont l'idéal serait de se débarrasser. Or, vous montrez bien là l'intérêt qu'il peut y avoir pour d'autres systèmes, mais je trouve aussi que cette question du rôle écologique des virus, c'est-à-dire de se dire les virus, ce n'est pas quelque chose qui nous veut du mal et qui nous tourne autour, mais en fait, si on les enlève, le monde s'arrête. Complètement. Et d'ailleurs, si vous avez des références d'articles sur le rôle des phages dans les écosystèmes, parce que c'est la prochaine partie. Voilà, j'ai commencé à chercher un peu, mais je n'ai pas encore assez de matière. Et donc, du coup, pour toutes les raisons que vous venez de dire, c'est des choses qui m'intéressent. Donc, si vous avez des références, je suis vraiment preneuse. Il faut vraiment voir. Moi, j'ai un peu travaillé sur les phages des tourbières, qui sont là aussi très nombreuses par rapport aux bactéries. Mais il faut vraiment voir avec Telesphorcine Gando, tous les papiers qu'il a écrits, les synthèses, et puis tout ce qu'il a fait sur les concepts de boucle virale dans les écosystèmes. Et il parle de tout ça, de ce recyclage. Mais c'est vrai que à travers ce qui nous vient des médias, c'est vraiment le rôle de ce que vous présentiez, c'est-à-dire c'est des organismes dangereux, point. Ouais. Et en fait, dans les écosystèmes, s'ils ne sont pas là, le système s'arrête. Et pas seulement pour les transferts génétiques. Oui, oui. En tout cas, merci beaucoup. Et effectivement, merci à vous. Bonne soirée. On va faire des échanges de bibliographie. Du coup, je vais donner la parole à Marie-Angèle Lermite, qui va peut-être préciser sa question ou rebondir. J'ouvre le micro. Alors, bon, là, je parle en tant que juriste. Vous avez tout à fait raison sur l'utilisation raisonnable des phages. Malheureusement, c'est impossible.
ne serait-ce que parce que une fois qu'une possibilité médicale est acquise, démontrée, etc., elle circule dans l'ensemble du monde et que vous n'aurez jamais l'ensemble du monde qui sera raisonnable. Admettons que dans un pays, et déjà je n'y crois pas, on sache garder la mesure, mais dans l'ensemble des pays de la planète, c'est impossible. Alors, je suis d'accord avec vous, mais alors il y a un truc formidable qui est en train de se passer avec les phages. Non, mais c'est vrai, enfin, parce que moi, je partage complètement ça et donc quand je me suis lancée dans ce sujet, dès le départ, de toute façon, la question, elle était effectivement: «Qu'est-ce qu'on fait pour empêcher un désastre?» en fait. Même si à côté de ça, je suis, enfin voilà, je suis pleine d'optimisme pour la thérapie phagique, je trouve ça formidable. Enfin, c'est les gens que je croise sont tous enthousiastes, mais ils sont tous aussi extrêmement conscients des risques et en fait, ce qui est intéressant avec les phages, c'est qu'en fait, c'est presque, je ne peux pas dire que c'est des acteurs politiques parce que ce serait forcer le trait, mais en tout cas, ils nous obligent à un certain nombre de choses qu'on n'a pas, par exemple, avec d'autres thérapies, et notamment les molécules chimiques, par exemple, on sait les produire en masse et les utiliser en masse, etc. Dans le cadre des phages, parce qu'ils sont spécifiques, mais aussi parce qu'on a des systèmes réglementaires compliqués, etc. derrière, et tant mieux, hein, ça dépend où on se place, mais en fait, les acteurs, les uns après les autres, renoncent à taper fort, c'est-à-dire à vouloir faire des cocktails, à vouloir. Et donc, tous petit à petit, et je veux dire, c'est pas des anticapitalistes le couteau entre les dents, hein, tous revendiquent de passer par un modèle de production publique raisonné. Et aussi parce qu'en fait, là, je ne peux pas développer, mais il y a vraiment des obstacles techniques, scientifiques, réglementaires forts. Et bien entendu, en fait, le truc tout simple, c'est aussi que pour l'instant, la Big Pharma n'y met pas les pieds parce qu'il n'y a pas de possibilité de rentabilité. C'est-à-dire que même si demain on pouvait produire des phages à grande échelle, en fait, ça coûte tellement pas cher de les produire qu'ils ne pourraient pas. Enfin voilà, le gain, on va dire, financier derrière est pas énorme. Et l'autre chose qui, pour l'instant, nous protège un tout petit peu, mais vous êtes bien mieux placé que moi pour ces questions-là, pour l'instant, les phages ne sont pas, les phages naturels, en tout cas, ne sont pas brevetables. Et du coup, si vous voulez, bon, la Big Pharma, ça l'intéresse moyen, et les startups qui, en général, en fait, assoient la valeur en fait de leur startup par le dépôt de brevets, c'est-à-dire qu'en fait, on s'en fiche finalement du brevet en lui-même, c'est juste que c'est un appel, c'est une publicité, voilà, qui appelle les investisseurs. On peut pas breveter pour l'instant les phages. Donc en fait, on a tous ces facteurs-là. Euh, Sans vouloir être trop naïve, hein, je sais bien que les écueils sont extrêmement nombreux, mais en tout cas, ici, on a une configuration qui nous permet d'envisager que ce serait possible. Et de fait, je peux vous mettre un lien, je vais essayer de mettre un lien dans le chat. Voilà, hop, sur le CryoHack de Lyon. Alors en fait, à Lyon, ils ont une équipe aux hospices civils qui travaille sur la thérapie phagique, avec lesquels je travaille beaucoup. En fait, ils sont eux-mêmes en train de réfléchir justement à un modèle donc d'administration et de production, voilà, pour les phages. Mais après, je suis d'accord avec vous, hein, on a toujours ce risque, voilà. Et donc la question, elle est aussi juridique. C'est pour ça que je vous avais contacté il y a quelques mois, et je vous remercie d'ailleurs parce que j'ai trouvé un postdoctorant juriste. C'est aussi comment on accompagne justement du point de vue du droit en fait ce genre d'innovation biomédicale. Eh bien, merci. Merci pour cet échange. À toutes les deux, je voulais juste ajouter, parce que j'essaie de rassembler les questions qui sont de plus en plus nombreuses dans le chat, et justement sur le débat que vous veniez d'avoir. Alors Charlotte a répondu à une question que je me posais moi, et qui pouvait aussi croiser celle de Dominique, sa première, qui disait le choix de la standardisation, de la réfutation, de la négation des interrelations, quel que soit le sujet, n'est-il pas toujours, ne sera-t-il pas toujours le pouvoir et l'argent? Et parce que la question que je me posais moi depuis le début, c'était de savoir si le caractère sur mesure n'était pas au contraire le facteur d'un renchérissement des traitements, comme on le voit par exemple, je lisais l'article de Mukherjee, l'oncologue, là, sur la thérapie cellulaire, qui disait au contraire que ce qui rendait ces thérapies insupportables pour les systèmes de santé tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est qu'avec des doses à 400 000 $,
même produits par des hôpitaux ou semi-publics, tellement le savoir-faire nécessaire pour produire un… Alors, est-ce que c'est un médicament, puisqu'on prélève sur un patient quelque chose qui vient de son histoire, sur lequel on fait de l'ingénierie génétique avant de lui réinjecter, c'est ce caractère sur mesure qui semble rendre la chose extrêmement chère. Et au contraire, M. Sarti de Mukherjee qui finissait en disant la seule possibilité de rendre ça accessible à tous, ça serait de pouvoir standardiser. Donc, je rebondis juste sur la réponse de Dominique, qui disait que la standardisation, ce n'est pas toujours le choix de l'argent. Ça pourrait être aussi la possibilité de la rendre plus accessible à tous. Mais vous y avez répondu en disant que dans le cas des phages, ça coûte pas cher, même le sur-mesure. Que… Non. Non, en fait, si vous voulez, si vous avez, pour schématiser, si vous avez des collections de phages, le nerf de la guerre, encore une fois, c'est vraiment le fait d'avoir des collections à disposition. L'autre possibilité pour rendre le système inintéressant pour le grand capital, pour faire vite, c'est de dupliquer ces collections et de les rendre disponibles dans les pharmacies d'hôpital en France et dans d'autres pays. Ça, c'est une possibilité. Ensuite, en termes de production en soi, alors il y a un certain nombre de standards, et pour l'instant, on en est au début, c'est-à-dire que là, il y a un travail colossal à faire parce qu'il faut créer toutes les normes et tous les standards de production, donc tout ça, ça prend du temps. Pour quelque chose qui, effectivement, est simple, je veux dire, tiens, même moi, aujourd'hui, je peux vous me donner des boîtes de pétri, du nutritif, une bactérie, et je vous isole des phages, en fait. C'est pas… si vous voulez, c'est vraiment les genres de choses qu'on appelle high knowledge, low cost, c'est-à-dire que ça demande effectivement beaucoup de savoir et de savoir-faire, mais en termes de coûts, une fois qu'on a les infrastructures, et ça c'est un autre point qui est très intéressant, si vous voulez, en termes de développement de cette thérapie, c'est-à-dire que pour l'instant, quand une start-up ou quand une industrie, une entreprise quelle qu'elle soit, si elle veut se lancer sur les phages, il faut en fait qu'elle fédère un nombre incroyable de compétences et d'infrastructures matérielles. L'avantage que vous avez dans le public, c'est que vous avez déjà des chercheurs, des médecins qui sont déjà payés, qui sont déjà fonctionnaires, donc on enlève la masse salariale. Vous avez déjà des plateformes qui existent, vous avez déjà du matériel à disposition. Et donc, vous faites ce qu'on appelle de la mutualisation de compétences et de moyens. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est envisageable et qui fait que les coûts ne seraient pas du tout délirants. Et il y a déjà, j'ai vu qu'il y avait une autre question qui portait là-dessus et qui est liée, il y a déjà des gens, en fait, qui sont traités par thérapie phagique. Alors, c'est complètement expérimental. Du point de vue du cadrage réglementaire, on est toujours à le démêler parce que d'autres pays se servent d'Helsinki, mais en France, on est en compassionnel. Mais en fait, il y a des trucs assez bizarres à démêler derrière tout ça. Mais il y a déjà des patients qui sont traités. Le lien que je vous ai mis sur le site du CRIOAC, là, c'est le centre de référence des infections ostéo-articulaires complexes. Donc, c'est des gens qui ont déjà utilisé avec l'accord de la NSM des phages pour traiter leurs patients. Voilà, il y a vraiment des effets assez spectaculaires. Et donc, les choses sont en marche. Il y a des effets cliniques qui vont débuter. Donc, voilà, il y a un certain nombre de choses qui arrivent. Mais ce qu'il y a d'intéressant, si vous voulez, avec les phages, et je pense que c'est là qu'il y a un coup à jouer vraiment important, et donc j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à travailler sur la thérapie phagique, parce que pour l'instant, on n'est pas très nombreux, c'est que, en fait, comme on en est au début du développement, on en est encore au moment où on peut agir, où on peut poser un certain nombre de questions et on peut faire des choix qui sont des choix à la fois voilà, de mode de production, des choix de société, voilà, pour qui sera cette thérapie, dans quel cadre, voilà, selon quelle modalité, etc. Il y avait peut-être dans le même ordre d'idée une question d'Aliénor Bertrand qui se demandait si on ne pouvait pas breveter les techniques de production. Bien sûr que si. On peut breveter les techniques de production, mais en fait, ce qui est visiblement le choix qui serait fait par les quelques startups dans le monde en ce moment qui produisent des phages, ce serait plutôt de jouer sur le secret, en gros, le secret de fabrication, un peu comme la recette du Coca-Cola, quoi. C'est-à-dire que si vous ne dites pas comment vous avez fait, voilà. Après, si vous voulez, il y a assez peu d'intérêt à breveter des phages, mais même à breveter des techniques, parce que finalement, c'est des choses, les microbiologistes savent faire ce genre de choses. Voilà, ce qui est compliqué, encore une fois, c'est l'infrastructure matérielle. Ça demande un gros investissement de base, mais après, c'est pas délirant. Et puis surtout, en fait, encore une fois, de par cette spécificité des relations entre les phages et les bactéries, vous pouvez très bien constituer une collection à un endroit, quelqu'un peut en faire à une autre. Voilà quoi. Alors, je remonte un petit peu dans les questions. Je pense qu'on a répondu à la question de Pangolin 25 sur l'usage thérapeutique et le lien donnera des renseignements. J'ai la deuxième question de Dominique qui disait
Pour aller dans le sens des remarques de Daniel, que sait-on de l'intervention des phages dans la biodiversité des milieux multibactériens et son renouvellement? Animaux, aliments fermentés, qui entretiennent le microbiote humain. Alors là, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Juste, petite information pour cette question d'utilisation des phages. Il faut savoir que les phages sont autorisés dans l'agroalimentaire depuis plusieurs années, depuis 2005 par la FDA par exemple, où on vaporise en fait des solutions de phages sur la viande qu'on met sous cellophane, des solutions de phages anti-listeria ou anti-salmonelle notamment. On utilise ça aussi sur les pommes de terre, je crois, en Angleterre et sur les tomates aux Pays-Bas. Donc en fait, les phages sont déjà utilisés en agroalimentaire. Pour ce qui est vraiment de la dimension, voilà, de la place des phages dans les écosystèmes, ça, ce sont vraiment des questions super importantes. Mais comme l'avait très bien montré Jean-François Guégan dans son intervention sur les forêts et sur la naissance des pandémies, en fait, c'est des questions qui sont très, très complexes et qui demandent des études un peu méta, enfin, qui font intervenir tellement de choses. Je serais ravie si des gens peuvent m'envoyer des références de ces sujets-là, mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a quand même, à ma connaissance, en tout cas, pas grand-chose. Dominique, elle prolongeait sa question en se disant, il faut se souvenir que la thérapie phagique a été la première trouvée, début du XXe siècle, et bien avant les antibiotiques, juste après la vaccination et la sérothérapie. Qu'est-ce qui a ralenti autant son développement en dehors de Alors, il y a plein de choses. Il y a plein de choses et pour l'instant, enfin, souvent, ce qu'on pouvait trouver jusqu'à il n'y a pas longtemps dans les articles d'histoire, c'était souvent l'arrivée des antibiotiques. Et donc, le fait qu'on soit capable, dès le début des années 40, de les produire en masse et donc de les utiliser d'abord dans l'armée américaine et puis après plus largement dans la société américaine. Ce qui est intéressant, mais là, il faut des gens pour travailler là-dessus, voilà, et puis des historiens compétents, des gens qui savent parler russe aussi, les géorgiens, etc. Parce que il y a vraiment eu une partition très très claire à partir avec la guerre froide, où, si vous voulez, les phages ont arrêté d'être utilisés donc dans les pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Alors, ils ont été utilisés un petit peu, c'est-à-dire qu'il y avait encore des savoir-faire qui étaient là. Donc, ce qui est marrant, si vous voulez, c'est que quand vous regardez de façon séquentielle, dans les années 40, les antibiotiques arrivent. Dans les années 50, on n'utilise plus les phages. Et dans les années 40, plus les phages. Et dans les années 50, à la fin des années 50, on a quelques cas, mais il faut creuser. Là encore, on n'a pas assez de matériaux, mais il y a Gaëlle Bourgeois qui a fait une thèse en médecine sur l'histoire des phages à Lyon. Et c'est intéressant parce qu'elle a vraiment retrouvé pas mal de cas et travaillé là-dessus. Et on voit qu'à partir des années 50, on commence à réutiliser la thérapie phagique dans des infections qui n'ont plus rien à voir avec la façon dont elle était utilisée avant. Mais là, on commence à l'utiliser pour les infections bactériennes qui sont résistantes aux antibiotiques. Et après ça, ça disparaît parce qu'il y a des gens qui partent à la retraite et qui ne sont pas remplacés, parce qu'il y a d'autres priorités de santé et de recherche qui sont mises en avant et qu'on ne peut pas être partout. Et donc, ça s'est perdu. Après, il y a des gens qui ont pratiqué la thérapie phagique sous le manteau dans les années 90-2000, mais on n'a pas de traces parce que c'était complètement illégal et qui risquaient la radiation. Et en ex-URSS, là, on a encore... on peut acheter des phages en pharmacie en Russie, en Géorgie. En Géorgie, on a le plus grand centre de thérapie phagique au monde qui s'appelle le centre Eliava, qui est à Tbilissi. Voilà, on a les Polonais qui font beaucoup d'essais, qui font des traitements en hôpital, etc. Donc là, il y a vraiment toute une histoire assez complexe à démêler. Mais de façon un peu simpliste, on pourrait dire que les antibiotiques allaient très très bien avec la culture de masse qui s'est développée dans les années 50. Quoi. Et que c'était moins exigeant aussi. Ça demandait moins d'engagement en fait, de la part des différentes personnes qui sont dans la chaîne en fait, de traitement. Voilà. Merci. Alors, je crois, c'est parti un peu en vrille dans le chat, puisque Dominique et Patrick étaient en train de se demander si les phages sur le poulet, donc c'était plus clair. Et si en plus leur capside a peut-être des protéines qui cuites renforcent le goût. Voilà. Qualité culinaire des phages, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, il y avait une question brève, mais avec plus d'enjeux, je crois, d'Aliénor, qui se demandait si ce n'était pas dans la production des normes que le diable résidait. C'est dans la production des normes, et c'est effectivement dans les réglementations actuelles. Alors là, c'est un peu plus... voilà, le papier dont j'ai mis la référence à la fin du PowerPoint est principalement là-dessus, en fait, sur la question des réglementations. C'est-à-dire que pour l'instant, on a un petit problème, ça bloque un peu parce que les phages sont catégorisés comme des médicaments.
Et donc, en fait, on leur demande plus ou moins de faire la preuve de leur efficacité, mais aussi de répondre en fait, à tous les standards qui ont été mis en place pour les antibiotiques. Sauf que, comme je ne voulais pas vous montrer, mais si vous voulez, un phage et un antibiotique, ça ne fonctionne absolument pas de la même manière. Ce n'est pas du tout le même mode d'action ni quoi que ce soit. Donc, les questions qu'on a à se poser sont complètement différentes et même les questions de production ne sont pas les mêmes. Donc, certains pensent qu'en fait, il faudrait enlever les phages de la catégorie des médicaments. Je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas encore. Pour le coup, je tâtonne encore sur cette question-là. Je pense que oui, mais pas pour des questions qui ont lié aux normes, parce que les normes seront les mêmes. En fait, à un moment donné, si vous voulez, quand vous produisez quelque chose que vous devez injecter dans le sang de quelqu'un, il y a quand même un certain nombre de normes et de standards dans tous les cas, qu'il faut respecter pour éviter de faire crever les gens. Donc, les normes et les standards seront les mêmes si on change la catégorie réglementaire. C'est d'autres choses qui se jouent, mais voilà, la production des normes, il y a beaucoup de choses qui ont été faites vraiment dans les 10 dernières années. Ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Il y a encore un certain nombre de choses à régler, mais en tout cas, pour les normes de production, ça commence à être en place. Ce qui nous manque maintenant, c'est toutes les données en fait en termes d'administration, les questions de posologie, etc. Très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé le concept de pluribiose. Ouais. Moi, je suis antiquisant et donc ça résonne fort. Je pense que la nature, au 5e siècle avant Jésus-Christ, ça signifie toujours non pas la nature avec un grand N, mais la nature de chaque chose. Et quand on dit la nature de chaque chose, on ne parle pas d'une essence, on parle de la définition de capacité relationnelle, d'agir sur d'autres choses et de subir leurs effets. Et quand on parle à ce moment-là, quand on fait une enquête sur la nature, on fait toujours une enquête sur toutes les natures en tant qu'elles sont toutes en relation et susceptibles de s'entre-affecter. Et Bios dit mieux ça encore, sans risque d'essentialiser en effet la, la nature. Je vois, et ça continue dans le chat, mais il est 18h27. On va prendre rendez-vous pour échanger de la biographie entre nous. On va le mettre dans le Zotero du séminaire. Est-ce que, oui, Dominique et Marie-Angèle et Aliénor ont une conversation. Ça devient, c'est passionnant. On va garder, on va l'enregistrer ce chat. Est-ce que peut-être Patrick voudrait prendre la parole pour dire un mot, annoncer la séance, parce que je pense qu'il y a une forme de continuité entre des choses qu'a dit Charlotte et la prochaine séance. Je viens d'ouvrir le micro de Patrick, s'il est là. Oui. Patrick? Ok, me voilà. Vous m'entendez? Oui. Bien. Ok. Bon, oui, ben, en fait, j'ai rien à ajouter. J'ai été absolument captivé, subjugué. C'est magnifique. Votre présentation, c'était clair et en plus, ça résonne terriblement. Je suis écologue de formation. Je me sentais à la maison pratiquement et c'est rare parce que je ne me sens pas forcément à la maison avec des écologues. On a parfois tendance à focaliser sur les objets et pas sur les relations. Donc avoir une pratique et un discours comme ça qui met en évidence que c'est vraiment la relation qui est importante, leur dynamisme dans l'évolution darwinienne, c'est magnifique. Bon voilà, donc ça c'est mon commentaire. Merci beaucoup. Et en plus c'était très clair, donc ce qui n'était pas facile non plus comme exercice. Merci. On annonce déjà le prochain. Donc le prochain, ça va être Didier Hockey. C'est à la fin du mois, c'est donc le dernier mardi du mois, pratiquement, le 24 si je ne m'abuse, à la même heure. Alors Didier Hockey est de la maison, il est de l'Université de Franche-Comté, il travaille sur l'antibiorésistance. Et j'ai déjà vu ses présentations, je crois qu'il va être à la hauteur, parce qu'effectivement, il va agiter ce type d'idée, c'est-à-dire de coadaptation entre les micro-organismes et les éléments chimiques auxquels on les soumet, cette capacité rapide d'évolution qu'ils ont par rapport à nous, qui sommes beaucoup plus lents en termes de mutation, sélection. Et donc, je vous invite tous à cette conférence qui va être dans l'exact prolongement de celle de Charlotte Brive, que je félicite à nouveau. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci. Il nous reste à remercier Charlotte, à remercier tout le monde pour Charlotte pour cette conférence et ce dialogue à bâton rompu.
Ben, merci beaucoup à vous. C'était super chouette. C'était la première fois que je faisais ce genre d'exercice. Voilà. Merci beaucoup.